bonsoir à tous et bienvenue. Je vous propose de commencer. Je m'appelle Éric Lambert, je suis secrétaire général dans la société dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, qui s'appelle Boehringer Ingelheim. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la deuxième conférence d'un cycle qui est organisé par la Tribune, en partenariat avec Boehringer, qu'on a appelé Homo Animalis, donc sur le thème de lien entre l'homme et l'animal. Boehringer, c'est une société qui a pour activité la santé humaine et la santé animale, et donc bien naturellement, tout ce qui touche à l'environnement, la biodiversité, la santé animale, la santé humaine, le lien entre les deux, parce qu'on est l'un des rares acteurs et le premier qui est encore extrêmement impliqué sur ces deux dimensions. Ce sont donc des sujets qui nous intéressent beaucoup. Donc on vous accueille dans notre siège aujourd'hui, qu'on a inauguré il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, même si historiquement on est très implanté sur Lyon et sur le quartier. Et donc on a eu l'occasion d'accueillir il y a un petit peu plus d'un mois la première de ces conférences. C'était monsieur Gilles Boeuf, qui est professeur au Collège de France et qui était président du Muséum d'histoire naturelle. Et puis ce soir, on accueille également monsieur Pascal Pic, qui est paléoanthropologue et qui est maître de conférence également, au Collège de France également. Donc écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Là, ça va se passer de la façon suivante. On a à peu près 3/4 d'heure de présentation. Et puis après, on a un échange avec vous. On a eu un échange assez intéressant et fructueux la dernière fois. Donc on espère que ça va être la même chose. Et puis après, si vous avez le temps, on prend un petit verre ensemble pour mieux se connaître et poursuivre le débat. Voilà, une fois encore, on est très heureux de vous accueillir. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Merci. Merci, bonsoir à tous. Donc, mon nom est Claude Kossescherer, je fais partie de l'équipe de la Tribune et acteurs de l'économie. Puis effectivement, on est très très heureux, et moi particulièrement, Pascal, de vous recevoir ce soir. Alors c'est un petit peu effectivement, comme l'a évoqué monsieur, dans la lignée de la réflexion Homo Animalis, sur la première conférence, pour ceux qui étaient avec nous, pour ceux qui n'y étaient pas, parce que c'est intéressant de faire le lien, et je vous questionnerai là-dessus, Pascal, de se poser la question. Aujourd'hui, la question animale est au cœur de tas de préoccupations. Et avec Gilles Boeuf, on s'est intéressé à ces animaux qui nous donnent des leçons. Pour lui, il nous expliquait que finalement, par rapport à notre façon peut-être de regarder le monde, de l'appréhender, alors aussi bien évidemment toutes les questions liées à l'écologie, les animaux ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et il a évoqué un concept que je crois vous connaissez, qui est celui de la bio-inspiration. Alors avant, on parlait de biomimétisme, mais en fait, finalement, il ne s'agit pas du tout de faire comme les animaux. Il s'agit simplement de s'inspirer de la façon dont ils conçoivent leur rapport à l'environnement. Il nous disait faire de ces animaux des alliés et non pas des sujets ou des objets que l'on va essayer de dominer. Et il disait que le processus de bio-inspiration devait effectivement nous permettre de mieux comprendre comment ils vivaient. Et là, ça va faire la transition, Pascal. Je lui posais la question... on se pose toujours la question de cette intelligence animale. Et lui disait, en fait, pour moi, c'est pas trop la question de l'intelligence de l'animal, c'est plutôt la question de son extraordinaire capacité à s'adapter, à comprendre l'environnement dans lequel il est et à choisir, alors je ne sais pas si c'est la réponse juste, mais la réponse sans doute la mieux adaptée qui permet de respecter à la fois cet environnement et de se respecter. Est-ce que pour vous, puisque ce soir on va évoquer les intelligences animales, est-ce que cette définition vous convient? Quel regard vous portez sur votre ami Gilles Boeuf et sur les propos qu'il tient? Alors Gilles, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir les homo sapiens. Gilles est un très bon ami et d'ailleurs, petite anecdote, un jour je reçois un mail du Muséum national d'histoire naturelle et on dit voilà les documents pour le conseil d'administration. Je dis tiens, c'est bizarre, je ne sais pas, ça vient d'où? Je reçois un deuxième mail, je dis ah bon c'est quoi cette histoire? 2 fois la même erreur, c'est quand même bizarre. Et je l'appelle, je lui dis mais c'est quoi cette histoire? Il dit je t'ai mis dans mon conseil d'administration mais je ne t'ai pas demandé ton avis. Voilà. Voilà donc la relation de confiance que vous entretenez avec Gilles. Ami, nous sommes souvent ensemble dans beaucoup de circonstances. Ouais, là, il faut faire attention aux termes. Il y a quand même une nécessité de bien comprendre l'écologie, ces mondes animaux. Et d'ailleurs, là aussi, on est piégé par les termes. Il n'y a pas d'intelligence animale. Il y a des intelligences animales. Celle du chimpanzé est beaucoup plus proche de la nôtre que celle du chien ou des autres. Déjà, il y a une très grande diversité de formes d'intelligence
qui sont aujourd'hui plus ou moins connus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il est vrai qu'on peut parler d'intelligence écologique dans les écosystèmes. Et le terme est celui de coévolution, c'est-à-dire les espèces n'évoluent pas seules. Tel que vous êtes là ce soir, comme vous le savez, on en parle depuis peu de temps d'ailleurs, 80% des micro-organismes qui vous composent ne sont pas à vous, ce qu'on appelle le microbiote et le microbiome, et qui est un enjeu absolument considérable aujourd'hui pour la médecine, pour les diagnostics, pour les rémissions, les réhabilitations, etc. Donc déjà, vous êtes des écosystèmes. Ce qui est en train de bousculer quand même une partie des théories de l'évolution, en ce sens où longtemps on considérait que l'évolution c'est le succès reproducteur et la diffusion des gènes. C'était la théorie du gène égoïste des années 70-80 avec Richard Dawkins. Mais aujourd'hui, en fait, le succès reproducteur des individus va être lié à la fois à leurs gènes, à ce qui se passe au-dessus des gènes qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire comment des mécanismes régulent vos gènes et comment ils s'expriment, et on sait qu'ils sont en partie héréditaires aujourd'hui. Et troisièmement, votre microbiote, microbiome. Donc regardez la complexité dans laquelle nous sommes aujourd'hui grâce à ces découvertes. Donc nous sommes des écosystèmes. L'autre chose est que, bien évidemment, dans les écosystèmes, les espèces sont dans des tissus d'interaction extraordinairement complexes. Alors quand on parle de parasitisme, alors tout de suite c'est vu d'une manière négative. Mais non, dans votre corps, vous avez du parasitisme. Simplement, vous avez des bactéries qui sont vos alliés, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui peuvent changer, etc. Donc, le parasitisme est une très bonne image, mais globalement, les espèces donc coévoluent. Donc, on peut parler d'une certaine intelligence, mais il n'y a pas de conscience dans tout cela. C'est-à-dire, les écosystèmes sont des dynamiques extrêmement élaborées, mais qui sont aussi très bien connues, même du temps de Charles Darwin. Je vous donne une petite anecdote absolument formidable. Darwin était aussi un très très grand botaniste. C'était un des très grands spécialistes, notamment des orchidées, mais aussi d'autres domaines de la botanique. Et les orchidées ont un long tube de nectar qui oblige les insectes butineurs et les oiseaux à pénétrer dans le tube. Et là, on lui envoie une orchidée de Madagascar dont le tube fait 30 cm de long. Et Darwin dit, il y a forcément un papillon qui est capable d'avoir une trompe de 31 cm. Tout le monde plaisante, non, c'est pas possible. Alors évidemment, on imagine un papillon comme une espèce d'espadon avec une trompe de 30 cm, évidemment, c'est pas ça. Et en définitive, ils ont en fait une trompe qui est comme un serpentin. Et on a découvert ce papillon 30 ans plus tard, qui était une très belle preuve de la coévolution entre les fleurs et les insectes. Ce qui veut dire aujourd'hui sur la biodiversité qu'on parle d'espèces, une espèce qui disparaît ou pas. Déjà en soi, c'est inquiétant. Mais c'est beaucoup plus grave que vous l'imaginez. Ce n'est pas une espèce qui disparaît. C'est un tissu de relations avec l'ensemble, enfin pas l'ensemble, mais une grande partie des autres entités vivantes qui sont dans l'écosystème, donc les autres espèces, les plantes, les insectes, qui disparaissent. Et aujourd'hui, par exemple, quand on parle de plantes invasives, vous savez qu'aujourd'hui, les frelons asiatiques, par exemple, et on a des tas d'exemples, ou alors les chats maintenant, après les lapins en Australie, que se passe-t-il ? Normalement, ces espèces invasives ne pourraient pas pénétrer dans un écosystème. Pourquoi ? Parce que chaque espèce, si tout se va à peu près bien, il y a des tissus d'interrelation. Mais c'est parce qu'on a fragilisé ces écosystèmes en exploitant telle ou telle espèce ou en détériorant les conditions de ces écosystèmes que, justement, des espèces invasives peuvent les pénétrer et les détruire. Donc, il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Ce sont des mécanismes de coévolution. Ça, c'est pas une question d'intelligence. Mais on peut dire qu'une intelligence de la vie qu'on appelle l'adaptation. Voilà. Et donc, effectivement, observer aujourd'hui comment fonctionnent les écosystèmes et bien sûr les différentes espèces sont des enjeux absolument considérables. Là, nous sommes dans une très grande et belle entreprise. Depuis 20 ans, je travaille beaucoup dans le monde économique et social. On appelle ça le darwinisme universel. Alors, oubliez les conneries qu'on dit sur Darwin. Pardonnez-moi, je suis trivial, mais j'en ai ras-le-bol d'entendre des bêtises sur Darwin. Commençons à le lire et ensuite on comprendra. Et puis surtout les études post-darwiniennes, évidemment. Aujourd'hui, les entreprises comme celle-ci, et quelle que soit leur taille, rentrent dans des processus écosystémiques.
Donc on a beaucoup de leçons à apprendre là-dessus, sur les mécanismes universels. Donc ce n'est donc pas le lien coévolution écosystème, c'est ça, voilà, ça c'est la bio-inspiration. Mmh. Et puis, je vais vous dire une chose également, c'est que les stratégies aujourd'hui d'adaptation dans les modes de management pour l'innovation, etc., sont aussi des leçons que nous tirons d'autres espèces, notamment des singes et des grands singes. Alors, attendez, la bio-inspiration, ça ne veut pas dire copier le chimpanzé, copier le chameau, copier l'oiseau-mouche. Ce n'est pas ça la bio-inspiration. C'est comment ça se passe dans les écosystèmes, comment se comportent les espèces, essayer d'en comprendre les mécanismes et ensuite, bien sûr, de les adapter en fonction de nos besoins. Et ça, il n'y a que seul l'homme qui peut le faire. Et c'est là le problème de défi de l'intelligence de l'humanité, c'est que nous avons été nourris pendant 2 siècles dans une idéologie de progrès qui a dit la nature, on n'en veut pas, et les hommes vont se dégager des contraintes de la nature, et notamment la médecine à une époque. Et ça continue, l'Académie nationale de la médecine. Ils ne comprennent rien à l'environnement, ces gens-là. Et pourtant, ce sont des médecins. C'est quand même hallucinant, parce qu'ils sont dans un processus qui consiste à dire que la nature, elle nous a fait, mais en tout cas, ça n'a pas été un bon travail. Il y a des défauts, il y a des maladies, et donc, qu'en effet, on n'a rien à prendre de la nature. C'est les humains, grâce à leur créativité, aux médicaments, et ce n'est pas dans cette maison qu'on va contester les progrès extraordinaires de la médecine animale et vétérinaire, que je vais contester cela. Mais néanmoins, cette créativité humaine, cette capacité de trouver des solutions à des problèmes plus ou moins identifiés, nous a amené à de l'arrogance et à croire qu'on avait strictement plus Alors rien vous partagez totalement le point de vue de Gilles là-dessus. à apprendre des écosystèmes ou autres. Donc ce n'est pas revenir en arrière, c'est simplement avoir, nous, l'intelligence de comprendre que nous continuons à coévoluer et que nous avons beaucoup de choses pour nous bio-inspirer pour l'avenir de l'humanité et évidemment même de l'économie. Ça peut vous surprendre, mais c'est vraiment ça. Alors Pascal, si on poursuit un petit peu la réflexion, bon, peu importe qu'on appelle ça intelligence ou coévolution, parce qu'en fait ce qui produit cette intelligence, c'est notre coévolution. Comment cette coévolution se construit ? Et dans ce cas précis, c'est quand même une de nos questions. Comment nous pouvons-nous, alors si je vais le formuler un peu différemment, tirer parti peut-être des expériences de ce que les animaux mettent à notre disposition ? Alors, les animaux et les écosystèmes, bien évidemment. Et les écosystèmes, d'accord, de manière plus large. Alors, c'est quoi la première partie de la question ? Simplement, comment finalement, dans ce processus de coévolution, on peut tirer le meilleur parti de ce qui caractérise le comportement ou l'intelligence ou les intelligences animales ? Un bon exemple. En France, nous avons un tissu économique qui est hérité de la méthode de Descartes et qui fait qu'on a un problème, on le divise en deux. Il est encore gros, on le divise en deux. Vous voyez ? Et donc, on est par exemple aussi les champions des filières. Éducation nationale, chaque discipline fait son programme sans s'occuper des autres. L'administration de Bercy d'une porte à l'autre, ils ne se parlent pas. On a un vrai problème chez nous, un tropisme intellectuel, d'une représentation du monde qui place les gens dans des filières, dans des spécialisations, etc. Et on essaie de faire au mieux. Et au contraire, si on avait un petit peu compris comment fonctionne la coévolution, parce que c'est le vrai terme, le terme d'évolution, on n'aime pas trop, c'est justement ce qui s'est passé entre l'écosystème des dinosaures, qu'on voit dans les films comme Jurassic Park, à l'écosystème des singes. À la fin de l'ère tertiaire, ou pendant toute l'ère secondaire, en gros, chaque espèce faisait son job. Dans son coin, finalement. Dans son coin, elle interagit avec les autres, mais ouais. Prédation, du nectar, je mange des feuilles, etc. Parasites. Okay. Et après cet événement, parce qu'ils ont ramassé un météorite, mais je peux vous dire qu'ils avaient d'autres problèmes. Hein. Mais en tout cas, bon, les dinosaures n'ont pas disparu, ils sont montés au ciel, ça s'appelle les oiseaux. Hein, la dinde que vous allez manger à Noël, et le tyrannosaure, c'est foutu pareil. Sauf que pour la chasse, le gavage, c'est pas la même technique ni la cuisine. Mais en attendant, il va y avoir un changement des systèmes écologiques. Et c'est là, ça, c'est cette coévolution que j'ai un peu esquissée avec l'orchidée. Vont arriver les insectes butineurs. Et là, les insectes butineurs, évidemment, contrairement à ce que disent des pseudo-économistes cool, je les aime bien, mais enfin, ils sont quand même un peu naïfs. La petite abeille part pas ce matin en disant « Bon, aujourd'hui, j'ai une charge de travail, j'ai fécondé des fleurs pour qu'elles soient... Je vais aller chercher des fleurs et je vais les féconder. » Elle n'a aucune conscience. Simplement, en allant chercher du nectar et du pollen, et en passant d'une fleur à l'autre, elle rend un service, donc, qui est la fécondation. Mais elle ne s'en rend pas compte. La fleur fécondée devient un fruit. Et là, vous n'avez pas idée, mesdames et messieurs, cette extraordinaire aptitude que nous avons, nous, les singes, d'être sur une branche. Nous, les grands singes, on a perdu la queue, l'appendice caudal, mais d'avoir une longue queue.
Et donc, quand les singes s'assoient sur une branche, la longue queue descend leur centre de gravité. Et donc, ils sont installés d'une manière très stable. Et les grands singes sont toujours, et tous les singes se tiennent assis comme nous. Et là, ils vont tendre la main. Cette main, avec 5 doigts, il n'y a que nous les singes qui sont comme ça, avec des ongles, ils sont comme ça aussi. Le premier doigt qui est opposable, ou en tout cas très manipulateur, d'aller chercher un fruit, de l'apporter vers votre bouche, d'en croquer un morceau avec les incisives et de mastiquer avec les molaires. On a le système masticateur le plus complexe qui a jamais existé dans l'histoire du monde animal. Eh bien ça a pris 20 millions d'années à se mettre en place. Et puis surtout, des yeux de part et d'autre de la racine du nez, avec un système qui nous permet de voir les couleurs, les reliefs de près, un traitement, là, au niveau des aires occipitales, extraordinairement complexe. On a un chiasma octype extraordinairement élaboré pour justement faire cela. Et qu'est-ce qu'il va se faire? On va choisir les fruits qui nous plaisent le mieux, avec plus de sucre, plus de vitamines. Les fruits, c'est incroyablement concentré en termes de richesse nutritionnelle et calorique. Et c'est rare dans la nature, c'est rare. Et nous sommes des spécialistes de cela. Et les singes, en choisissant les fruits, avec le plaisir est une motivation chez eux, et bien à partir de là, ils vont favoriser certaines variétés d'arbres et de plantes à fleurs et à fruits, et ils vont distribuer avec leurs fesses, donc leurs excréments, les noyaux et les graines. Mesdames et messieurs, à partir du moment dans un écosystème, des espèces, tout en veillant à leurs intérêts, rendent des services gratuits et non conscients aux autres entités de l'écosystème, la biodiversité est multipliée par 10, l'écosystème est beaucoup plus résilient et il est beaucoup plus innovant. Eh bien, aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on est en train de connaître dans la révolution mondiale du monde économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, de plus en plus, surtout à Lyon, travaillent de manière écosystémique. Avant, une entreprise de grande taille, elle avait besoin de quelque chose, elle faisait de la croissance externe, elle achetait une autre entreprise, elle l'intégrait, voilà, ou elle achetait des services à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus compliqué parce qu'on voit que toutes les entreprises, notamment les plus grandes, eh bien, créent des écosystèmes avec les ETU, les startups, les universités. On est en train de passer aujourd'hui en économie, dans le monde d'aujourd'hui, du système économique ou plutôt écologique des dinosaures à celui des singes. Donc, et ça, c'est une révolution extraordinaire qui nécessite évidemment de travailler aussi avec les biologistes et la bioaspiration, et c'est évidemment l'essence, et merci de nous inviter. Donc finalement, Pascal, ce que j'entends dans ce que vous dites, le processus, ce que vous défendez vous, c'est ce processus de coévolution où finalement chacun est acteur d'un système, rend des services au système. Alors si on revient un petit peu à... Attendez, je précise, le monde de la coévolution, c'est pas un monde à la Rousseau. C'est pas un monde de bisounours, je vais faire mon Bernard Werber. Je suis un arbre qui pense. J'adore Bernard Werber, mais il raconte que des bêtises, mais il est formidable. Donc, mais sur le plan scientifique. Je suis un arbre. Alors, si j'étais un arbre conscient, je serais super content qu'arrivent les insectes butineurs, et je serais super content qu'arrivent les singes. Par contre, si je suis un arbre, touche pas mes feuilles. Donc, les arbres vont défendre. Donc, du coup, ils vont produire des fruits dans la logique que je viens d'expliquer. Par contre, ils vont déployer des produits chimiques secondaires extrêmement toxiques pour se protéger. Pour se protéger des chenilles. Et vous savez, ça, Jean-Marie Pett en avait parlé, c'est que les arbres communiquent par les racines. Quand un arbre est attaqué, il envoie des informations et les autres préparent leur défense. Donc, attendez, les écosystèmes, c'est extrêmement complexe. Et voilà l'ensemble de leçons qu'on peut tirer de cela. D'accord. Donc, finalement, on peut parler d'une espèce d'intelligence écosystémique dans laquelle ces intelligences-là particulières se développent. Si on prend comme définition de l'intelligence la résolution de problèmes, oui. Dans ce contexte-là. Alors, un élément, aujourd'hui, finalement, la relation entre l'être humain et l'animal a beaucoup évolué. Les animaux. Les animaux, pardon. Ok, je ne le ferai plus. Donc, je la refais. Notre relation entre les humains et les animaux a fortement évolué pour des raisons relativement diverses. Et on peut s'interroger sur l'évolution des relations à cet animal. Et je voulais vous poser quand même une question importante. Est-ce qu'on communique d'abord? Est-ce que ce n'est pas simplement un artefact ou ce n'est pas la croyance que quand on va caresser l'animal, il va le ressentir? Est-ce qu'il y a réellement un processus de communication? Et est-ce que cette communication est en train d'évoluer? Alors, elle est en train d'évoluer grâce à l'éthologie, donc l'étude du comportement, mais vous allez voir que ce n'était pas très simple, parce que les problèmes que l'on a pour étudier l'intelligence humaine, on la retrouve aussi dans la façon d'utiliser l'intelligence animale. À la fin du 19e siècle,
un jeune monsieur, mais brillant, vient voir Charles Darwin et lui dit, écoutez, vous avez beaucoup publié, beaucoup de livres hein, bien sûr, mais je n'ai pas vu grand-chose sur l'intelligence justement des animaux. Et Charles Darwin il dit, il y a des choses, il y a beaucoup de choses, j'ai beaucoup travaillé dessus, mais je ne pensais pas que j'avais assez de documents et que c'était assez mûr pour le publier. Et Charles Darwin, vous imaginez le nom de ce monsieur, c'est le Stephen Hawking de l'époque quand même, le gars. Hein. Et là, il n'y a pas une publication dans le monde qui ne passait pas sur son bureau. Ça peut vous surprendre à l'époque d'Internet. Mais il n'y avait pas une publication dans le monde en biologie qui ne passait pas dans son bureau personnel qui était chez lui à la campagne. Et là, Charles Darwin a rassemblé toutes ses notes, mais c'est énorme ce qu'il avait. Et il a dit, mon jeune ami, je vous donne tout cela, à vous d'en faire le mieux possible et de prolonger mes travaux. Vous vous rendez compte? Incroyable. Donc il a fait ça. Et John Romanes a été quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les intelligences donc, des animaux. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas d'études comme aujourd'hui, bien évidemment, et c'était plutôt des formes d'anecdotes. Alors tous, là, je vous pose la question, vous avez des anecdotes, vos chats, vos chiens, vos chevaux, voilà, et ce sont des faits qui sont avérés la plupart du temps. Alors des fois, ça délire un peu sur les interprétations, mais globalement, on a tous des observations du vécu avec nos animaux ou les autres animaux. Et donc, il y a une réaction, ce n'était pas très scientifique, ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. On interprétait, selon des critères d'intelligence humaine, des comportements des autres espèces. Vous allez voir. Et là, du coup, il y a une réaction d'un monsieur qui s'appelait Morgan, Leon Morgan, un très grand psychologue, qui a dit, il faut arrêter, parce qu'on ne va pas avancer sur ces questions-là. Donc, il a dit, je mets un canon. On appelle ça le canon de Morgan. C'est un canon épistémologique. C'est la manière dont on construit la connaissance. Il a dit, il n'y a nulle raison d'interpréter le comportement d'un animal en allant chercher des raisons supérieures, donc c'est-à-dire cognitives supérieures, comme on dirait aujourd'hui, plutôt que d'aller chercher des raisons inférieures, notamment au niveau des gènes ou des instincts. Alors, ça peut vous sembler brutal, mais néanmoins, ça a permis d'ouvrir tout un champ d'études qu'on appelle le behaviorisme. Behavior, en anglais, c'est le comportement. Et là, la conséquence a été que, justement, les behavioristes se disent, on ne va pas rentrer dans le cerveau, parce que c'est vraiment le bazar, à cause de l'anthropomorphisme, et surtout à cause des psys. Le père Freud arrive dans le coin, là, et à ce moment-là. Et là, ils se sont dit, tout ça, ça va nous polluer le truc, et c'est là que le behaviorisme, qu'on va beaucoup utiliser en recherche, bien sûr, et ça continue aujourd'hui, notamment pour valider les expérimentations, c'est, on regarde les facteurs de l'environnement, ce qu'on appelle les stimuli, et on regarde comment l'animal ou les animaux répondent. Mais on ne s'intéresse pas à ce qui se passe entre les deux, ce qu'on appelle la boîte noire. Alors attendez, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, mais on a exactement les mêmes problématiques aujourd'hui avec les intelligences artificielles. Et donc là, on s'est dit, on ne rentre pas dedans. Et c'est à partir alors tout ça, ça va être les théories de M. Skinner, Watson. Ça part un peu avec Pavlov, mais Pavlov est connu pour son petit chien. Mais en fait, Pavlov était la clochette, mais en fait, c'était pas ses vrais travaux au départ. Enfin, il a participé, mais il a eu le prix Nobel pour d'autres raisons. Et là, c'est intéressant parce que cette école, allez, c'est Noël. On aime bien regarder les séries, on regarde à nouveau les films. Par exemple, La mort dans la peau, la série La mort dans la peau. C'est typiquement le conditionnement des personnes. C'est justement du behaviorisme. C'est tout le système qu'on a connu et qui est en train de changer aujourd'hui dans les politiques RH. Et oui, vous voyez comme quoi on est toujours très proche. Hein, qui consiste à dire, on renforce les comportements par la récompense ou on modifie les comportements par la punition. On ne cherche pas à ça se passe ce qui vous est. Aujourd'hui, on parle de bien-être. Jusqu'à présent, ça ne s'est pas posé beaucoup cette question. On disait aux chiens, on disait aux gens, fais ton boulot. On ne cherche pas à savoir si ça va là-dedans ou pas. Donc aujourd'hui, les conséquences, c'est les burn-out et compagnie. Mais ça a fonctionné pendant un siècle, qui a apporté des résultats, mais qui posait problème parce que selon les cultures, on n'apporte pas les choses de la même manière. Par exemple, en France, avec nos cartésianismes maladifs. Alors Descartes était plus intelligent que ça, mais c'est après ça a déliré. Vous êtes à l'école, vous avez fait un devoir, l'enseignant ou l'enseignante vous rend la copie, 15 sur 20, il vous dira « Hey, t'as 5 points à gagner, mon gars, c'est vraiment t'es pas bon. » Aux États-Unis, 15 sur 20, OK, it's great, like, but you got to improve, you have to do. On vous encourage à améliorer les 5 points. Et nous, on a hérité, et c'est ça qui pèse très lourd dans notre retard en France dans le rapport aux intelligences animales, de cette idée. Alors ça, c'est pas moi, c'est le philosophe Charles Pépin. Voilà ce qu'il dit. Dieu nous a donné la raison. Comme c'est un don de Dieu, la raison est parfaite. Mais nous, humains, pauvres mortels, dans la vie de tous les jours, nous commettons des erreurs.
Mais comme cette erreur est commise avec un don de Dieu, nous commettons une faute. C'est pour ça qu'en France, on a un vrai problème dans nos scolarités, dans l'entreprise et ailleurs. C'est-à-dire on confond l'erreur avec la faute. Et de ce fait, c'est un vrai handicap. Alors, une anecdote. Les entreprises sont de plus en plus internationales, comme vous le savez, depuis un bout de temps, ce n'est pas une nouveauté. Et j'ai lu cette anecdote absolument remarquable. Une jeune femme française sortie d'une grande école, absolument brillantissime, elle est à New York et elle a son évaluation annuelle. Et elle ressort absolument épanouie parce que tout était très bien avec une chose qui était bien. Donc, elle croise un collègue américain qui lui dit alors, comment ça s'est passé? Ah, formidable, tout était très bien. Mais il dit il n'y a pas un truc si bien. Là, il dit fais gaffe. Alors que nous, en France, on aurait tendance tout de suite à fustiger la personne en disant ça c'est pas bien, etc. Donc vous voyez, sur le même comportement. Par exemple, en termes de behaviorisme, si les personnes arrivent à l'heure à l'entreprise, eh bien, dans la culture plus américaine, elle n'est pas parfaite, mais là-dessus, ils sont meilleurs que nous, c'est de se dire bonjour le matin, comment ça va, c'est formidable, tu es à l'heure, ou alors c'est très bien. Ben, nous, en France, on aura tendance à ne pas féliciter les gens parce qu'ils arrivent à l'heure, parce qu'on trouve que c'est normal. Alors, et par contre, les fustiger lorsqu'ils sont en retard, ce qui est aussi normal, mais on n'a pas les... Donc, Pascal, on ne parle pas des animaux, là, pour l'instant. Mais si, mais on a traité les animaux comme ça aussi. C'est du behaviorisme généralisé qui fait que selon les cultures, on n'a pas regardé les intelligences animales de tout à fait. Alors, comment faut-il les regarder à ce moment-là? Ceux qu'on vienne vers ça, comment les regarder et favoriser une meilleure interaction? Alors, le problème, c'est qu'on est confronté à des difficultés. Par exemple, un très grand philosophe, notamment de la logique, qui s'appelait Ludwig Wittgenstein, avait sorti cette phrase « Si les animaux pouvaient parler, nous ne pourrions pas les comprendre », comme s'ils étaient dans des mondes différents. Et ça, c'est un héritage, effectivement, que l'on a des grands éthologues du milieu du XXe siècle, où là, à partir des années 50, on va regarder les animaux pour ce qu'ils sont, et ensuite vont arriver les sciences cognitives. On va commencer à rentrer dans la boîte. Donc là, ça va commencer à changer à partir des années 50 et 60. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'un très grand éthologue qui s'appelle Jacob von Uescul, il disait les hommes sont des inventeurs de monde et les animaux sont au monde. Donc néanmoins, les études de Konrad Lorenz, Nicolas Tinbergen, Karl von Fritz, eux, ils travaillaient sur les instincts, sur les causes donc inférieures du canon de Morgan. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas sur les causes supérieures. Et là, alors ça apportait énormément de choses, bien évidemment, c'est très clair. Mais il va falloir attendre quand même les études sur le terrain ou autre. Je vais vous donner un exemple personnel, si vous permettez. Je suis monté à cheval très tard, ma femme était cavalière, et là, j'ai pris le mordant, je vais vous dire. Et donc, j'étais surpris tout de même. Je suis monté tard, hein, j'avais plus de 30 ans, et là, c'était quand même l'animal machine, quoi. Je veux dire, il avance pas, on lui met les éperons dans le cul, il va trop vite, on lui met un double enraînement. Et, donc le cheval, paf, paf, paf. Il n'en peut plus, le pauvre. Et c'est là qu'arrive le film « L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux ». Et là, déjà, moi, comme je travaille avec le monde mythologie, et du coup, comme j'ai un certain gabarit, enfin, j'étais plus mince à l'époque quand même, c'est-à-dire que le cheval, il va y arriver, merde, j'ai le gros. Donc, et là, en effet... qu'est-ce que ça a changé, là, à ce film? J'y viens, j'avais des chevaux de très grande taille, et les gens en avaient peur, parce qu'ils étaient quand même puissants. Ils avaient 1m70 au garrot, 1m72, 600 kg, bon, quand ça part, quoi. Et là, je me suis dit, j'arrête. J'enlève les éperons, j'enlève le double enraînement. Et là, je vais faire comme ça. J'ai bricolé, mais je lisais aussi les revues. Et j'ai éduqué mes enfants comme ça aussi. J'ai dit, quand vous avez votre leçon d'équitation, vous arrivez une demi-heure avant. Vous installez dans le box du cheval, vous discutez avec vos copains, etc. Et vous le laissez venir vous voir, et c'est lui qui vous invite à rentrer dans le box. Parce que quand vous arrivez 5 minutes avant, paf, l'autre il dit, c'est quoi ce truc-là? Et là, j'ai eu des scènes, mais là, je ne mens pas. Moi, j'assurais le truc à l'âge que j'avais, puis les jeunes, ils allaient dardard. Et j'avais ce grand cheval qui s'appelait Bill. Vous voyez, Bill, la lettre B, c'est vieux maintenant. Eh bien, un jour, c'était incroyable, nous étions au paddock. Donc là, on s'entraîne pour préparer le parcours de saut d'obstacle. Et là, il me regarde, je le regarde. Et là, c'était clair, il me disait, aujourd'hui, je vais te montrer ce que je vais faire. Et il y a un moment, il y avait un parcours, il n'y a qu'un poney qui pouvait passer, et encore, il fallait être un bon cavalier. Il fallait vraiment l'incurver avec les aides. Il y a des cavaliers qui connaissent dans la salle. Et là, j'étais avec un cheval quand même qui était 1m75 au garrot. Et le cheval avait compris. Au moment où on part, je place mes aides. Alors, on a déglagué tous les trucs à côté, mais ça ne comptait pas dans les points. Et le cheval... Et là, qu'est-ce qui a changé? C'est que les autres cavaliers, quand ils perdaient, c'était à cause du cheval. Moi, je disais, si on gagne, c'est grâce au cheval.
Si je perds dans un concours, c'est à cause de moi. Donc, quels enseignements il y a aussi qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Quelqu'un connaît l'expression? Eh ben, c'est qu'effectivement, on a appris à se regarder, à se connaître et à se faire confiance. Et au lieu de prendre le cheval au dernier moment, j'allais marcher 1h30 avec lui. Ça chauffait tous ses muscles, on était ensemble. Et d'un coup, on rentrait dans une vraie complicité. Et ce regard, je ne l'ai jamais oublié, je peux vous assurer. Et à partir de là, je peux vous dire, on gagnait tout. Hein. J'étais à un niveau correct, mais j'étais pas à un très grand niveau, parce que j'ai commencé tard. Mais c'était vraiment le choix. Et donc, il le savait. Quand on gagnait, c'était lui. Quand on parlait, c'était moi. Et tiens, vous connaissez l'histoire des 3 cloches avec les chevaux? Vous connaissez pas? Le grand Pessoa, le grand champion. Un jour, je le croise et il y avait un ami comme ça qui avait un très beau cheval de concours, un très haut niveau, là, international. Et Pessoa, oh, tu vois, ton cheval, il ne va pas faire grand-chose avec les 3 cloches. C'est quoi ce truc de 3 cloches? En fait, quand vous faites un concours, vous faites tomber une barre, la cloche saute une fois, 2 barres, 2 fois, 3 fois. Il y a des chevaux qui ont compris qu'après 3 cloches, ils se cassent de la compète. Ils rentrent à la maison. Donc, ils laissent traîner ses pattes, tac, 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 paf, ils rentrent à la maison. Donc, un cheval trop intelligent, ça peut être un peu emmerdant pour les concours. Donc, et là, mais voilà, ça c'est des choses qu'on a découvert après, vous voyez, parce qu'on rentrait dans d'autres relations. Et puis, moi, je suis fils de paysan. C'est vrai que les animaux, c'était pas facile. Les chiens, comme on les traitait, ils étaient à la chaîne, ils bougeaient pas, etc. Et maintenant, j'ai un couple de Doberman. Je peux vous dire, j'ai des relations, mais radicalement différentes. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde dans lequel nous interagissons sans faire de l'anthropomorphisme. Ils interprètent les choses à leur manière, etc. Et eux-mêmes inventent des comportements de mieux vivre ensemble. Il y a des gens qui sont surpris quand ils viennent chez moi l'été, parce qu'évidemment on mange dehors, on est à la campagne. Je vous assure, on met le premier set sur la table de la terrasse, les chiens sortent de la terrasse. Parce que la dominance entre la nourriture est essentielle dans l'éducation des chiens. Et ils le comprennent, et je n'ai pas besoin de le leur dire. C'est-à-dire, il y a des moments où ils sont dans le monde des hommes, ils doivent respecter nos règles. Ensuite, quand ils sont entre eux, ce sont leurs règles à eux. Et ça, ils le comprennent extrêmement. Et je peux vous assurer que quand ils sont ensemble, ils ont des comportements entre eux que même les vétérinaires, j'ai appelé, n'ont pas connus. C'est-à-dire qu'en fait, le monde animal est un animal, même pour nos animaux domestiques, qui est encore largement inconnu. Alors, est-ce qu'il y a des moments où, effectivement, si je joue dans cette logique d'interrelation qui se crée, c'est l'animal qui prend le pas et nous devons nous adapter? Jamais de la vie. Jamais. Non, je m'adapte dans le meilleur être, le meilleur vivre ensemble. Par contre, j'ai des petits-enfants. Doberman, c'est gros, c'est intelligent, c'est très sympathique. Mais si, dans le franchissement d'une porte, il ne laisse pas passer le petit, là... Mais ça, c'est du dressage, ça? Non, c'est pas du dressage, c'est l'éducation. Alors, c'est l'éducation. Développez, maître. C'est-à-dire que le chien doit apprendre que, dans le monde des hommes, il n'est pas celui qui doit dominer. Donc nous ne sommes pas égaux, de ce point de vue, on est bien d'accord. Non, c'est pas question d'être égaux, c'est question de bien vivre ensemble. Parce que si vous laissez un chien manger avant vous, aller sur le canapé, s'installer sur le chemin, qui ne laisse pas passer les enfants, c'est un chien qui va vous mordre. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va être piqué. Donc c'est une responsabilité. Aujourd'hui, j'ai fait cette expérience douloureuse. On a l'habitude d'aller chercher les chiens. Bon, c'est pas souvent, parce que j'aime bien les gros chiens et ça vit quand même relativement longtemps, d'aller les chercher à la SPA. Et un jour, mes enfants ont dit non, on voudrait choisir. Je dis, OK, hors de question que j'en achète. Donc, vous allez sur Internet. Et là, vous allez voir, faites l'expérience. Vous avez des centaines de chiens, des braques, des Doberman, des chiens absolument magnifiques. Là, les gens vous le donnent avec le panier, la bouffe pour un an, les laisses, tout. Ils vous donnent tout, les gens. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est qu'en définitive, ils n'ont pas éduqué ces chiens qui, eux, reprennent les comportements des loups et qui installent leur relation de dominance. Ils ne sont ni gentils ni méchants. Ce sont leurs comportements. Et là, c'est un manque d'intelligence des gens. Et qu'est-ce qui se passe quand les chiens arrivent à 3 ou 4 ans? Ils deviennent dominants sur les gens et ils n'y arrivent plus. On ne peut plus les récupérer, sauf si vous le mettez dans les dressages. Là, franchement, truc. Mais ça, c'est pas le truc pour moi. Et là, effectivement, ces chiens, eh bien, vous savez quoi? Personne ne les veut et ils finissent piqués. Donc, avoir des animaux, c'est une responsabilité éducative dans lequel vous construisez une communauté de vie ensemble et dans laquelle il faut installer des règles qui sont très claires, des règles éducatives comme pour nos enfants. Ça joue pour les humains en même temps, pour dans les le même spécificités. sens. Et c'est une éducation aussi pour les enfants et mes petits-enfants parce que quand, là aussi, ils apprennent à les respecter. Donc quand ils sont dans leur monde, quand ils sont chez eux, je leur dis, si vous allez dans le chenil, ils ont un très grand chenil, c'est plutôt sympa pour eux, vous les prévenez. Moi-même, je préviens.
Alors quand je rentre dans le chenil, je reste le maître. Mais néanmoins, ne jamais les surprendre, jamais me mettre dans une situation où j'en viole leur espace personnel de manière non justifiée ou sans les prévenir. Donc c'est tout un système de coévolutif, de coéducation. Et effectivement, quand les chevaux, c'est intéressant. Les enfants, et mes 3 enfants ont appris ça, c'est comment avant tout de monter à cheval, s'occuper d'un cheval, comprendre les besoins de l'autre, pourquoi il va mal aujourd'hui, pourquoi il va mieux, etc. Donc c'est un rapport aux autres formes d'intelligence qui construit plus d'intelligence. Ça paraît simple ce que je vous dis, mais c'est pas si simple que cela, parce que malheureusement, une fois j'avais été chercher un très gros chien à l'ESPA qui est absolument génial. Et je leur dis, mais vous le laissez partir comme ça? J'ai un gros chien, vous ne savez même pas si je suis un jardin, vous ne savez même pas si j'ai des enfants. J'ai dit là aussi, la SPA, qui voulait tellement que ces animaux soient adoptés, a commis des erreurs parce qu'effectivement, il y avait un manque d'éducation sur ce que sont les chiens. Alors maintenant, ça se connaît bien, vous voyez, c'est bien diffusé, etc. Mais il y a encore 10 ans, on était très en train là-dessus. Et les chats, c'est pareil, j'ai des chats. Je veux dire, mes Doberman, il n'y a aucun problème avec le chat. D'ailleurs, la petite chatte, elle est absolument adorable. Alors, je suis en Picardie, alors il y a des matous, c'est vraiment des maous. Hein. Elle est toute petite. Hein. Alors, elle ne panique pas, elle est au milieu de la pelouse. Il y a un gros matou qui vient de l'embêter, elle s'assoit, elle miaule, et là, 2 Doberman arrivent à tout berzingue. Là, vous voyez que les chats, ça peut courir vite, hein, parce que les Doberman aux fesses, vous avez les mâchoires derrière, et elle a établi une complicité totale. Et là, la chatte, c'est pareil, on se déplace beaucoup avec ma femme, elle sait qu'on prépare les bagages, qu'elle ne pourra pas rester dans la maison, et c'est d'elle-même qui sort au moment où nous partons. Finalement, ce sont des conventions collectives. Enfin, c'est des conventions de bien vivre ensemble, intelligentes. Et par exemple, qu'est-ce que ça apprend aux chercheurs que vous êtes? Comment ça, cette simple observation, cette simple, qui est beaucoup plus complexe, que vous le dites, ces observations que vous faites, par rapport à votre réflexion plus générale sur la coévolution, qu'est-ce que vous tirez de ces observations-là? C'est que nous sommes des sociétés qui ont perdu ce contact avec la nature, avec les animaux. Alors, je ne suis pas en train de dire que les chasseurs-collecteurs connaissent mieux que nous. Eux aussi, ils ont leurs défauts. Mais d'une manière générale, ils connaissent mieux la nature. Ils ont plus d'intelligence naturaliste que nous. Nous, on a développé plutôt l'intelligence logico-mathématique. Alors ça, c'est important ce que je dis là, parce que c'est ce qui va arriver, et arrive déjà avec les intelligences artificielles, ces différentes formes d'intelligence. Donc, ça m'apprend beaucoup. Ça apprend à la tolérance, à la compréhension. De ne pas être autoritaire comme j'ai pu l'être à une époque, parce que j'avais hérité de cette culture. Je ne m'en cache pas. Je ne le faisais pas ni avec plaisir ni avec sadisme, mais c'est vrai que j'étais trop sévère et c'était complètement... Parce que j'avais été éduqué comme ça. Aujourd'hui, ça a complètement changé la manière de faire les choses et ça participait aussi à l'éducation de mes enfants, me semble-t-il, et de ma manière... Ça nourrit votre réflexion sur la coévolution. Et même dans la recherche par exemple. Là aussi, j'avais râlé au Sénat une fois... avec l'histoire de l'animal machine. Donc nous sommes dans une belle entreprise sur la santé animale et humaine. Et au bout d'un moment, il faut tester. Voilà, c'est fait de moins en moins maintenant, parce qu'on a d'autres protocoles. Mais néanmoins, c'est encore malheureusement une nécessité qui est liée à la recherche. Et j'avais un ami à Strasbourg qui avait une colonie de macaques. Et on a beaucoup milité pour le bien-être des animaux, contre l'expérimentation. Donc on n'était pas contre l'expérimentation, mais pour des conditions décentes, sans souffrance de l'expérimentation animale. Et si vous expérimentez une molécule sur un macaque, les macaques sont des singes, ils sont hyper sociaux. Ils sont isolés, ils développent des stress. Et donc du coup, ce n'est pas des machines, ils ont de l'émotion. Et par conséquent, ça veut dire quoi? Que vous n'avez pas de contrôle sur la qualité de votre recherche. Et donc, mon ami avait mis en place tout un protocole qui coûtait plus cher, bien évidemment, mais qui apportait une meilleure qualité. C'est-à-dire que les macaques eux-mêmes vivaient en société. Et comme j'ai donné quelques exemples avec mes chiens et mes chats, je ne dis pas que je suis parfait, mais en tout cas, j'ai beaucoup avancé, en tout cas personnellement là-dessus, c'est qu'effectivement, ils venaient eux-mêmes dans les protocoles d'expérimentation et en vraie confiance les animaliers. Et là, on a un intérêt commun qui est partagé avec une meilleure qualité de la recherche. Donc ça vaut le coup de faire ça vaut le coup à tous les égards. Et aujourd'hui, lorsqu'on essaie de comprendre les intelligences animales, nous progressons effectivement dans ce que nous sommes nous-mêmes par rapport à cela. C'est notre façon de vivre nous aussi. Notre façon de vivre, puis aussi une manière de comprendre beaucoup mieux l'évolution et le monde qui vient. Ça, c'est absolument important, comme l'a fait mon ami Gilles, évidemment. Alors, j'avais quand même juste une petite question, et puis après, on va essayer de voir ce qu'on peut en faire par rapport aux choses qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. On va y venir, vous l'évoquez déjà depuis quelques instants. Tout à l'heure, vous disiez, finalement, si des animaux s'exprimaient, nous ne les comprendrions pas. Ce qui est faux. Alors, et pour le coup, mais s'ils parlaient, ils nous diraient quoi? Vous savez, on peut essayer de se demander comment eux, de la place qu'est la leur, finalement, regardent le monde dans lequel nous vivons. Je vais vous donner une expérience que j'ai vécue. Ça va faire exactement 20 ans. J'avais fait une émission pour Arte qui s'appelait Le singe cet homme, avec Daniel Lecomte. Et c'est de là qu'est partie toute l'éthologie sur les grands singes en France. Donc du très bon usage des médias.
Et j'avais filmé les chimpanzés du zoo d'Arnhem, pour lesquels nous étions à la 3e génération, voire à la 4e quand je suis arrivé. On connaissait toute leur évolution, toute leur histoire. Une vraie histoire au sens du terme. Les personnages, leurs amours, leurs déceptions, de quel zoo ils venaient, comment ils élevaient leurs petits, et ils font de la politique. Ouais. Il n'y a que 2 espèces qui font de la politique, c'est les hommes et les chimpanzés. Qu'est-ce que ça veut dire faire de la politique pour des chimpanzés? Ça veut dire que ce n'est pas la loi du plus fort, ce n'est pas les bêtises qu'on a racontées, le mal dominant, et puis donc je vous raconte une histoire rigolote. Donc ils décident, il y a 30 ans, 40 ans maintenant, de mettre en place un groupe de chimpanzés sur une île, au zoo d'Arnhem, donc en Hollande. Parce que le problème des chimpanzés, ils sont comme nous, c'est-à-dire ils se réunissent pour des raisons sociales et ils se séparent pour d'autres raisons sociales. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont sur un grand territoire de plusieurs kilomètres carrés. Et évidemment, on ne peut pas les suivre partout, c'est pas possible. On va pas mettre 50 chimpanzés, on ne va pas mettre 50 chasseurs. De toute façon, on n'a pas les fonds. Mais voilà. Donc, du coup, on s'est dit, on va mettre un système où on peut mieux contrôler et observer et mesurer. Et là, de base, on se dit, les mâles sont dominants, les femelles, non. Donc, quand on fait ce genre d'opération, en général dans un enclos, on met les animaux dominés d'abord, avant les dominants. Si vous mettez les dominants d'abord, les dominés arrivent, ils sont cassés la figure. Donc, évidemment, on a mis les femelles d'abord. Sauf que les femelles, c'était des vieilles copines qui se connaissaient du zoo de Londres, du zoo de Berlin, etc. Elles se retrouvent, tu dis, ah, comment tu vas et tout, ça m'a super contente. Et là, on a introduit les dominants, donc les mâles. Le gag. Les femelles comprennent tout de suite le truc, elles se divisent en 3 groupes pour leur casser la gueule. Et là, les dominants montent dans l'arbre. Et là, hey, les animaliers, aidez-nous, on a un vrai problème là. Et donc, on a retiré les femelles. Les mâles sont descendus, ils ont dit, écoutez les mecs, on ne se connaît pas, mais on va se serrer les coudes parce qu'on est mal barrés. Et là, reviennent les femelles. Et là, il y avait une femelle extraordinaire qui s'appelait Mama. Une politique, je ne vous dis pas. Je l'appelais la Marie-France Garot des chimpanzés, mais avec beaucoup de respect. Pour le chimpanzé ou pour Marie-France Garot? Pour les deux. Et là, non, mais une grande femme politique. Et un jour, j'en ai parlé. D'ailleurs, je lui dis, vous savez, chère madame, il y a une femelle chimpanzé, j'appelle la Marie-France Garot des chimpanzés. Et assez bien, j'aime beaucoup les chimpanzés, je les respecte. Et là, intelligemment, elle réfléchit rapidement, elle met sa main sur mon bras, elle dit, je voudrais voir le film. Et très belle intelligence, bien sûr. Je ne partage pas ses opinions politiques, mais néanmoins, grande intelligence politique. Et là, Mama va pour mener la charge contre les mâles. Et là, ce coup, elle se retourne, il n'y a personne derrière elle. Toutes ses copines l'ont laissé tomber. C'est que Mama a été une dominante très autoritaire. Et si on ne lui obéissait pas, elle a envoyé plus d'une copine à l'infirmerie. Et là, c'est John Locke, le Léviathan. Non, Hobbes, pardon. Le philosophe Hobbes, c'est le Léviathan. C'est-à-dire que les femelles ont dit, on va prendre le risque de la solidarité entre les femelles contre les mâles, en espérant que la dominance des mâles nous permette d'avoir une meilleure sécurité et une meilleure gouvernance. Et bien, du coup, Mama, très intelligemment, elle a changé d'opinion et du coup, elle s'est mise en intermédiaire entre les femelles et les mâles. Donc, elle a changé son rôle politique. Voilà un bon exemple. Alors là, pour revenir à votre question tout à l'heure, c'était très drôle cette scène-là, parce que vous êtes dans les zoos, et ceux qui font les singes, c'est les hommes. C'est pas les singes. Ils arrivent... Et un jour, Mama, il y avait un groupe comme ça de Hollandais qui était là. Mama cogne, et elle m'interpelle. Elle me regarde. Elle fait oh, oh. Et elle me désigne mon congénère, elle fait. Donc, ils sont capables de comprendre nos comportements, etc. Alors là, les chimpanzés ils sont très proches de nous, bien évidemment. Mais là, effectivement, c'est ceci qu'on a du mal à comprendre et qu'on commence à mieux comprendre aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, faire de la politique, ça veut dire savoir des projets, c'est monter des coalitions, évaluer les clans. Moi, j'ai fait un livre, c'est mon avant-dernier livre, qui s'appelle « Qui va prendre le pouvoir, les grands singes, les hommes politiques ou les robots ?» Et j'ai repris tous les textes de Machiavel, et j'ai tous les personnages du prince de Machiavel chez les chimpanzés. C'est voilà. Ouais. Et ça, c'est validé parce que c'est basé sur 40 ans d'observation. Alors voilà, pour le coup, sur cette première étape là qu'on est en train d'évoquer ensemble, ce que je retiens, c'est que d'abord tout ça est un processus de coévolution, et cette coévolution passe par finalement l'observation des uns et des autres, c'est-à-dire que nous apprenons d'eux, mais ils apprennent aussi des choses de nous. Mais bien sûr, attendez, le vrai problème de l'éthologie, c'est qu'ils sont assez intelligents pour nous donner ce qu'on a envie de voir d'eux, de leur comportement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand mes chiens sont dans mon espace, ou chevaux, ils se conforment à ce qu'on attend d'eux. Maintenant, quand ils sont entre eux, ils ont
d'autres comportements. Et là, ça donnait des gags dans nos recherches. Vous savez, il y a une 50aine d'années, on avait appris le langage gestuel des sourds et muets, parce qu'évidemment, nous avons un larynx qui est très bas, ce qui permet de prononcer les voyelles et d'articuler, le langage articulé. Donc. Et là, ils n'arrivent pas à prononcer comme nous. Donc, on a changé de méthode, enseigné le langage gestuel et aussi les touches d'ordinateur. Donc, c'est du symbolique. OK. Communication symbolique. Et à un moment, on a l'idée de mettre les chimpanzés entre eux avec le langage gestuel. Donc, on les met entre eux et ils commencent à discuter. Les chercheurs sont super contents. Ils papotent. Mais au bout d'un moment, ils papotent, ils inventent leurs propres termes. Et là, les chercheurs ne pigeaient plus rien. Ça se trouve, ils disaient, t'as vu ces couillons, ils ne comprennent plus rien, on va bien se marrer. Donc je ne sais pas si c'est... Mais là aussi, ça peut vous sembler anecdotique, mais c'est ce qui est en train d'arriver avec les ordinateurs aujourd'hui, hein, ce qu'on appelle le darwinisme artificiel. Les machines commencent à communiquer entre elles. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, dans ce monde qui change, moi, mon credo en ce moment, c'est ça. Si on n'est pas capable de comprendre les intelligences animales, on ne va pas rigoler longtemps avec les intelligences artificielles, je vais vous le dire. Parce que c'est quoi? C'est une question d'intelligence fondamentale. L'intelligence, c'est la capacité de communiquer avec les autres. Vous savez pourquoi on a un gros cerveau, nous les singes? Donc, évidemment, comme tout propriétaire d'animaux, j'ai tendance à enjoliver un peu les miens, mais les Dobermans sont parmi les chiens les plus intelligents. Mais vous mettez un babouin à côté, qui a la même taille corporelle, son cerveau est 2 fois plus gros. On appelle ça le cerveau social. Le cerveau, ça sert à faire des tas de choses, mais avant tout, la taille très développée du cerveau chez les singes par rapport aux autres mammifères, même intelligents, plus les grands singes et encore plus les hommes derrière, c'est avant tout le cerveau social. Donc, le cerveau, sa fonction la plus importante parmi beaucoup d'autres, je vous l'accorde, c'est dans la capacité de comprendre les autres, d'échanger et d'avoir des relations intelligentes avec les autres. Et là, on le sait bien dans les études d'éthologie et de sociologie, les chiens qui sont dans des environnements peu favorisés, où il y a des difficultés, etc., ont des comportements moins smart que des chiens qui ont la chance, ont des comportements plus élaborés. Mon ami Boris Cyrulnik me disait, tu sais, c'est formidable parce que, en fait, où sont les chiens les plus heureux? C'est dans les familles nombreuses. Parce qu'en fait, l'amour, le partage, la relation à l'autre, c'est un tout. Ça ne se partage pas, ça ne se divise pas. Et donc, quand on est dans des familles avec des enfants où ça se passe bien, eh bien, l'empathie, la sympathie, le besoin d'être ensemble, etc., ils ne se divisent pas. Finalement. Et ça crée une communauté, évidemment, par rapport à ça. Donc, c'est ça qui est important. Et par contre, si... je suis un peu effaré, des fois en Picardie encore, il y a des chiens, ils sont tout le temps à la chaîne, ils sortent jamais, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire, les pauvres? C'est pas de leur faute, quoi. Alors, c'est intéressant parce que... Et les gens en question... Pardon. Vous dites aussi, Pascal, et on va essayer de se projeter un petit peu, parce que finalement, dans la complexité qui est celle qui est la nôtre aujourd'hui, avec, effectivement, vous l'avez évoqué, l'arrivée des fameuses nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, en fait, vous nous invitez finalement à être dans la même modalité, c'est-à-dire finalement d'aller à la recherche des caractéristiques de ce que peut, par exemple, nous proposer l'intelligence artificielle et de voir finalement comment on va se positionner, une espèce d'interaction qui va se développer demain de ce point de vue-là, c'est ça? Ce sont les mêmes problématiques fondamentales. C'est le rapport à l'altérité, c'est le rapport d'autres formes d'intelligence, d'autres formes de représentation du monde. Et donc, et là, vous voyez comme quoi l'anthropologie joue un rôle extrêmement important. Plus que jamais, alors je ne plaide pas pour qu'il n'y ait que l'anthropologie, mais l'anthropologie a été mise à la porte de la cité depuis 30 ans, et aujourd'hui on s'aperçoit que c'est absolument essentiel, notamment quand dans les entreprises on parle de sens et d'humain, humain plus sens, ça s'appelle anthropologie. Hein. Donc voilà, la sociologie ne fait pas ça, elle nous donne d'autres choses, bien évidemment, qui sont précieuses. La chose importante, regardez, comment nos rapports fondamentaux, ce qu'on appelle les ontologies, pardon, là j'ai un petit peu technique, l'ontologie, donc c'est l'étude de l'être, de ce que l'on est, et donc nos ontologies fondamentales. Et le professeur Philippe Descola du Collège de France a sorti un livre absolument merveilleux qui s'appelle Par-delà nature et culture. En gros, mesdames et messieurs, il y a 4 façons fondamentales de voir le monde avec les variations qui se construisent autour. Ce n'est pas hiérarchique. La première que vous connaissez bien, c'est la nôtre, c'est-à-dire le dualisme. Dans notre culture, et Descartes en est un des grands représentants, bien sûr, nous acceptons que nos structures, donc notre corps, notre matérialité, soient partagées avec d'autres espèces. C'est comme ça qu'on fait les classifications, qu'on s'aperçoit que sur le squelette et l'ADN, les grands singes sont nos frères d'évolution et que les autres sont plus éloignés. Donc sur les structures, la matérialité, on n'a aucun problème. Par contre, là, on installe ce dualisme, dont le canon de Morgan est une expression, c'est-à-dire que seuls les hommes ont une intelligence, des capacités cognitives dites supérieures, etc., qu'on a refusé aux animaux trop longtemps, et ce qui est complètement faux. Mais nous fonctionnons comme cela. Les Japonais, eux, sont animistes.
Et pour eux, toute interaction avec une entité qui est vivante, donc anima au sens d'Aristote, donc animée, pour eux, ils considèrent que la nature, c'est un même esprit qui diffère par les contraintes des structures. Donc c'est exactement l'inverse. Après, vous avez le totémisme, où là, on s'identifie par notre pensée, notre spiritualité, notre matérialité avec une entité de la nature. Donc c'est le totémisme, on est complètement dans une identité avec une autre entité. Et vous avez donc, après ça, ce qu'on appelle l'analogisme. Donc vous savez, 2 x 2, ça fait 4. Donc il y a 4 possibilités fondamentales. L'analogisme, par exemple, c'est tout ce qui est astrologie, numérologie, tous ces trucs-là, ou les cartes. C'est-à-dire qu'en fait, on considère qu'on est venu au monde avec une étoile, c'est la bonne étoile, hein, et vous disparaîtrez avec. Ça, c'est l'analogisme. Alors, vous savez que dans notre vie quotidienne, on est tous un petit peu là-dedans, on navigue là-dedans. Quand votre ordinateur va bien, il fonctionne bien, quand il ne va pas bien, quel enfoiré. Donc, vous faites de l'animisme. Il y en a qui s'identifient complètement à l'ordinateur, ça s'appelle les geeks. Libido zéro, vie sociale zéro, voilà. Nous sommes la plupart du temps cartésiens, c'est notre culture qui est dominante, notamment dans le monde intellectuel, mais chez le monde des agriculteurs, ils connaissent les animaux, ils voient bien que ça ne fonctionne pas. Et puis le quatrième, j'ai oublié, enfin bref. Donc nous naviguons dans nos journées comme ça. Quand vous perdez vos clés, les bourriques. C'est comme si vos clés étaient sorties de votre poche pour se planquer d'elles-mêmes. Bon, on fait tout ça, hein, d'accord. On a des petits penchants comme ça. Alors, regardez les conséquences dans le monde d'aujourd'hui. Il y avait une très belle entreprise française, Aldébaran, qui avait conçu des robots émotionnels que vous connaissez par leur nom, Nao, Pepper et Roméo. Et ils n'ont jamais trouvé leur marché en France. Donc ils ont inventé, mais ils n'ont pas trouvé leur marché. Donc l'innovation ne s'est pas répandue sur le marché ou les besoins de la société. Et ils ont été rachetés par les Japonais, par SoftBank. Maintenant, ça s'appelle SoftBank Robotics et ça s'appelle Aldébaran Robotics. Et là, les Japonais, en raison de leur culture qui est fondamentalement différente de la nôtre, et vous allez comprendre la différence, regardez un dessin animé Walt Disney, ça c'est le monde occidental, regardez Goldorak, c'est le monde des Japonais. Tagamoshi, chez nous, c'est inconcevable. Pour les Japonais, ça pose aucun problème. Et les Japonais, donc, et c'est par hasard, c'est la meilleure école au monde d'études du comportement. Oui, ils étaient avant Jane Goodall, avant Diane Fossey, avant Beruté Galdikas, sur le terrain, dès la fin des années 50, à étudier les grands singes. Les Japonais, c'est la meilleure école d'éthologie. Et tout commence par les études des macaques de l'île de Koshima, j'entends dans les détails, où ce sont les premiers, il y a 60 ans qu'on dit qu'il y a des cultures chez les singes, notamment les macaques. Les Japonais ont été les premiers à le dire. Et nous, en Occident, on s'est moqué d'eux. Et ils avaient parfaitement raison. Et aujourd'hui, surtout le Japon, avec le vieillissement de la population, ils ont complètement intégré les robots humanoïdes dans la vie quotidienne, dans les restaurants, dans les hôpitaux. Et ça arrive maintenant chez nous avec les EHPAD. Vous savez, il y a un petit robot qui s'appelle Paro, qui est en fait une imitation de bébé phoque. Et là, nous sommes des mammifères. On a besoin de se toucher, de s'épouiller, on est comme ça. Sauf chez les puritains, mais tant pis pour eux. Et là, les personnes, on le sait, les personnes atteintes de vieillissement, de dégénérescence, maladies neurodégénératives, ont besoin de ces contacts. Et ceux qui ont des chiens et des chats se portent mieux que les autres. Alors, on ne peut pas mettre des chiens dans les EHPAD, déjà le personnel est tellement bousculé, les pauvres, c'est assez compliqué comme vous le savez. Mais justement, voilà comment les Japonais sont capables, en raison de leur animisme fondamental, de trouver des solutions auxquelles nous, alors que nous ne sommes pas moins mauvais technologiquement, nos ingénieurs, nos chercheurs ne sont pas moins bons ou meilleurs que les chercheurs japonais, mais leur façon fondamentale d'avoir des rapports aux autres espèces et aux intelligences animales, etc., aujourd'hui, entraîne des conséquences absolument considérables sur le déploiement de la robotique, ses usages et autres. Vous savez que la France, parmi les pays développés, est le pays qui a le moins de robots. On a 2 fois moins qu'en Allemagne. Est-ce que Pascal, vous êtes en train de heurter nos valeurs, là, enfin vous êtes en train de heurter nos valeurs, là, heurter nos valeurs? Non, il va se mettre en colère. Bon, ok, gardons des valeurs qui nous permettent d'être en retard dans le monde. Moi, je ne vois pas l'intérêt. Non, mais je pose la question, parce que vous savez très bien que le rapport à la robotique, le rapport aujourd'hui à l'intelligence artificielle fait extraordinairement débat, inquiète beaucoup. Et là, de rapprocher un robot avec un animal... Mais pourquoi l'inquiète, l'autre? Parce qu'effectivement, on est dans une culture où on considère que l'homme doit avoir tout et les animaux n'ont rien. Et donc, quand on découvre une intelligence chez les animaux, on se dit, ça en enlève à l'homme. Quels sont les imbéciles de philosophes qui véhiculent ce genre de choses? Mais on peut dire la même chose pour des robots? Non, attendez, on va revenir aux robots. On va dire l'autre chose étant... Mais attendez,
Aujourd'hui, on parle de robots collaboratifs, qu'on appelle les cobots. Ce qui veut dire que dans des chaînes de production en Alsace, en France et surtout en Allemagne un peu plus, c'est-à-dire que vous avez un robot avec lequel qui vous dit bonjour le matin quand vous arrivez, qui connaît vos habitudes, qui sait tiens comment ça va, parce qu'ils n'ont pas d'émotions mais ils connaissent nos émotions, ils connaissent vos pratiques, ils sont capables de vous dire tiens ton geste aujourd'hui est moins précis, etc. Et les gens, une fois qu'ils entretiennent une relation avec ces cobots, je vais vous dire qu'ils sont prêts à avoir des comportements qui ne sont pas irrationnels, mais qui sont du comportement de se dire ce cobot, il est une partie de moi, il me connaît, et voir des comportements de protection, de salvation. C'est comme se séparer d'un animal domestique, qui est une partie de nous-mêmes. Donc, les valeurs, c'est bien, mais comme disait Talleyrand, les principes, c'est bien, mais appuyez-vous, ils finiront par fléchir. Okay, et là, c'est ça l'évolution. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a tout faux chez nous, mais on voit bien que sur cette question-là, en effet, lorsque j'entends certains philosophes, je dis bien, c'est pas tous, loin de là, fort heureusement, qui disent, lorsque on s'aperçoit qu'on compare les hommes aux grands singes, on a un ancêtre commun de 7 millions d'années. Déjà, ils disent c'est atteindre à la dignité humaine. Je ne vois pas pourquoi. En plus, les chimpanzés font de la politique. Ah ben non, tu insultes la qualité humaine. Je ne vois pas en quoi. Donc, nous sommes différents avec d'autres caractéristiques, ça ne nous enlève rien. Et je trouve que c'est mieux d'être dans un monde où il y a d'autres intelligences que dans un monde où on est intelligence tout seul. Parce que là, franchement, ça pose un vrai problème. Et on va connaître exactement la même chose avec les intelligences donc artificielles, et notamment ce qu'on appelle l'éclatement de la robotique dite complète, donc celle avec les robots qui sont en train d'arriver. D'ailleurs, c'est un paradoxe, on en parlera peut-être parce qu'on présente toujours l'intelligence artificielle avec les robots, alors qu'en fait, les robots n'ont rien à voir au départ, mais sauf qu'aujourd'hui, ils apportent de nouvelles choses. Donc, on pourra préciser les choses si vous voulez. Mais néanmoins, nous sommes dans les mêmes rapports absolument fondamentaux. Et cette année, à Noël, je pense qu'au pied du sapin, chez certaines personnes qui sont ici, il y aura peut-être des assistants des assistants conversationnels. Hein, et vous allez voir, avec Google Home ou les autres, ou Alexia, je ne fais pas de pub, mais en tout cas c'est Amazon ça. Vous allez voir, quand vous serez habitué à rentrer chez vous et à avoir des communications, ça a été aujourd'hui, etc., vous ne ferez pas de l'anthropomorphisme, mais vous serez dans une relation co-construite par rapport à ça. Et c'est exactement les mêmes, fondamentalement, que nous avons avec les animaux. À une époque, enfin, vous savez, où on repose beaucoup la question de... Je crois que Edgar Morin le dit assez couramment, il est important de refonder une nouvelle humanité, une nouvelle forme de vie collective, de destin. Il parle de communauté de destin. Ça me l'a piqué, hein, mais bon... Ok, mais ça, vous gérerez le problème. Je dois tellement mon ami Edgar voilà. que je ne lui en veux pas. Voilà, vous gérerez le problème avec lui. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, ce monde qui est en train d'arriver, qui se dessine, que l'on définit, que lui définit comme extraordinairement froid, mécanique et technologique, on doit en fait l'intégrer, et c'est ça qui vous fait penser à un nouvel humanisme, aller vers une autre façon de regarder? Alors là, vous touchez une question. Claude Lévi-Strauss a été très sévère là-dessus, et avec beaucoup de raison. On en a parlé la dernière fois que nous étions à Lyon dans cet événement qui s'appelle Une époque formidable. Oui. Époque formidable. Et là, j'étais dans un débat avec Louis Schetzer, sur ces questions-là. Ouais. Et c'est quand même assez intéressant de voir comment nous avons encore des difficultés avec ça. Du coup, j'avais une idée, elle vient de m'échapper là. Si je serais un robot, vous voyez, je l'aurais pas perdu. Ah oui, non, ma question était de dire finalement dans cette nouvelle manière de regarder voilà, comment la société se construit. C'est ça. Donc en fait, justement, j'avais pris les travaux de Claude Lévi-Strauss, et ça c'est mon tout dernier livre, qui s'appelle Le transhumanisme expliqué à une lycéenne. Et en fait, depuis l'humanisme premier, qui est à la Renaissance, c'est un magnifique projet. C'est comment les hommes, par les connaissances, les sciences, les techniques et l'idée de progrès qui émergera au XVIIIe siècle, peuvent prendre en main leur destinée. C'est un magnifique projet qu'on retrouvera dans la charte de l'UNESCO après la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Et là, l'humanisme était donc ce grand projet. Mais au fil du temps, il a été perverti par le fait que qui décide d'attribuer des droits? Qui décide de dire quelles sont les espèces ou les groupes humains qui peuvent bénéficier d'une approche humaniste ou pas? Et au fil du temps, l'idée de progrès a dévié, et ce qui fait que ça s'est concentré que sur l'homme blanc. Et c'est là que le problème. C'est pour ça que vous avez remarqué, je parle d'intelligence animale et non pas de l'animal. Parce que là, il va falloir quand même qu'on fasse la peau à ce concept, non pas aux animaux, mais d'animal. Parce que l'animal n'a jamais été défini dans la tradition dualiste. L'animal, c'est ce que n'est pas l'homme. Donc ça a été en fait une catégorie non définie qu'on appelle apophatique d'un point de vue de la philosophie, c'est-à-dire que l'animal est ce que n'est pas l'homme. Donc les animaux n'ont pas été définis par rapport à ce qu'ils sont, mais ils ont été
en fait, non définie dans une exclusion par rapport à ce qu'on pensait être l'homme. Et là, c'est un vrai problème, parce qu'on a mis les femmes là-dedans. Notre Napoléon, là, le code Napoléon, c'est sympa le code Napoléon, mais pour les femmes, c'est une sacrée régression. Hein. L'autre chose aussi, c'était les Noirs, c'était les esclaves, c'était les autres ethnies. Donc l'humanisme a aussi évolué, lui aussi, avec ces conceptions-là. Et aujourd'hui, on a un vrai travail là-dessus. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas abouti encore dans un vrai projet humaniste qui unit toute l'humanité. Il y a encore beaucoup de problèmes dans beaucoup de pays, comme vous le savez, ou même chez nous. Simplement l'équité homme-femme, hein, on n'y est pas encore en France, hein, faut le dire. Et que par ailleurs, actuellement, on se pose la question d'un post-humanisme, c'est-à-dire d'un humanisme qui, justement, va se débarrasser de ces défauts qui ont été décrits par Claude Lévi-Strauss. Et c'est intéressant parce qu'il y a deux post-humanismes. Pardon, je suis technique, mais c'est vraiment les grands enjeux actuels. Il y a un post-humanisme qui est un courant intellectuel de Californie, qui vient des gender studies, c'est-à-dire des études sur le genre, etc., qui justement est une critique philosophique de cet humanisme qui a été perverti parce qu'au lieu d'élargir, de partager les valeurs, les solidarités et le vivre ensemble, était devenu une entreprise d'exclusion. Ça, c'est la philosophie. Maintenant, il y a l'autre post-humanisme qui est lié au transhumanisme. Et le transhumanisme, c'est quoi? C'est l'idée que nous puissions améliorer la condition humaine grâce aux technologies, ce qu'on appelle l'homme augmenté. Des puces dans le cerveau, c'est Elon Musk, les exosquelettes, remplacer les organes, etc. Et ça existe déjà d'ailleurs. Hein. Mais comment l'intégrer dans la société de demain? Et les deux sont en train de se réunir. Et je trouve fascinant qu'aujourd'hui, qu'à l'échelle mondiale, où les Chinois sont en train de nous mettre une déculottée sur l'évolution des technologies aujourd'hui, les Chinois, attendez, ça va extrêmement vite. Hein. Même sur les ordinateurs quantiques, on pense qu'ils vont être les premiers. Donc les Chinois, d'un seul coup, souvenez-vous ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années quand Mittal a acheté Arcelor. Vous avez vu la réaction en France? Des Indiens? Ses inférieurs? Je vais vous dire une chose. Hein. Darwin avait cette phrase célèbre qui est très importante. À partir du moment où vous croyez supérieur, vous vous mettez en danger. C'est tout le débat de ce soir. Ce n'est pas parce qu'on reconnaît l'intelligence des chimpanzés, ce qui est plus facile, ils sont proches de nous, on a les mêmes codes, ou des macaques, ou des chevaux, ou des autres espèces, que nous nous mettons en infériorité. Loin de là. La vraie aptitude de l'intelligence, de la vivre en commun, et qui est une réflexion, parce que c'est réflexif vis-à-vis de nos intelligences, c'est justement de reconnaître que nous sommes dans un monde des intelligences. Et ce qui est étonnant, c'est que peut-être les intelligences artificielles vont peut-être nous aider à avancer un peu plus vite sur ces retards que nous avons pris avec les intelligences animales. Mais tout ça, c'est effectivement la même problématique, et j'appelle ça, moi, du pan-humanisme, c'est-à-dire un humanisme plus ouvert, plus intégratif, sans nier l'homme, mais... Sans nier les autres aussi. Et sans nier les autres non plus. Même les autres et systèmes. Ça, c'est une véritable révolution humaniste et intellectuelle pour le monde qui vient. Alors, sur cette partie-là, peut-être que ça fera l'objet d'un débat futur ou qui a déjà eu lieu. Alors, peut-être qu'il nous reste quelques instants. On peut peut-être partager, parce que vous avez vu, Pascal Pic, je dis, c'est souvent quelqu'un qui décoiffe. Okay, il a des convictions, c'est ça qui est extraordinairement coiffeur, j'en aperçois. Non, mais tu vas bien jusque-là, Pascal. Ne t'inquiète pas. Voilà, donc, je pense que c'est temps de vous donner un petit peu la parole. Ça serait intéressant de vous entendre aussi. Qu'est-ce que ça vous dit, ce que nous avons partagé un petit peu égoïstement, comme ça on a discuté là tous les deux. On aimerait l'élargir avec vous, donc n'hésitez pas à prendre la parole. On a une bonne quinzaine de minutes. Enrichissez-nous, vous aussi. Monsieur, alors on va vous donner un micro, voilà. Monsieur Pic, vous avez parlé de la faute. Je vais juste vous demander, monsieur, de vous présenter. C'est une convention. Je m'appelle Alain Girardet, je suis lyonnais, donc tous les défauts. Ah, c'est une autre espèce, ça. Alors, vous avez évoqué la notion de faute et d'erreur. Chez les animaux, cette notion existe et ressentie ou pas? Ah, très intéressant. Là, en effet, c'est plus facile à voir chez les espèces proches de nous. Je donne c'est filmé, hein, c'est sur YouTube. Cette scène est absolument incroyable. Il y a du rififi politique dans ce groupe de chimpanzés du zoo d'Arnhem. Et là, le mâle dominant fait ce qu'on appelle un display, donc une démonstration,
ce qu'on appelle chez nous, par exemple, quand les événements des Gilets jaunes, le président prend la parole pour remettre les choses en place. Okay. C'est nous l'autorité, c'est nous l'État. Voilà, ça fonctionne pareil. Et là, le mâle fait une démonstration, et là, je peux vous dire, tout le monde se casse. Et là, il y a une femelle, elle est un peu simplette. Mais elle est adorable. Elle arrive, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas l'air content, toi? Calme-toi, langage chimpanzé et tout. Et là, le mâle ne dit rien. Parce qu'il sait qu'elle ne représente aucun danger en termes de politique. Ce n'est pas une rivale. Donc, quand même, peut-être une erreur par rapport à ce que vous voulez montrer. Et les autres le savent bien. Par contre, le mâle, je peux dire que le mâle numéro 2, lui, c'est pas pointé, parce que là, il s'en prenait une. Alors, les macaques, qui sont, eux, par contre, très top-bottom. Où là, vous déviez, c'est la tarniole qui part. C'est l'éducation des années 50. Hop, hop, paf. Donc, là, c'est très marrant parce qu'il est installé là, sur son rocher, il est au-dessus, comme ça. Vraiment, c'est le mâle dominant. Et puis, il y a un jeune mâle qui arrive et qui le bouscule. Et là, l'observateur se dit, il va se faire massacrer. Et là aussi, c'est pareil. C'est un jeune mâle qui est adulte, donc qui politiquement peut être un enjeu en termes de pouvoir, mais qui, en fait, est aussi un petit peu handicapé, etc. Et là, du coup, le mâle ne va pas réagir, au contraire, il va le réconforter parce que l'autre a eu peur, évidemment. Donc, ils savent très bien. On sait très bien dans les comportements. Là, c'est très amusant. J'étais il y a 10 jours à l'Assemblée nationale pour parler des. Aujourd'hui, c'est le grand enjeu qu'on connaît dans nos sociétés, ce qu'on appelle les décisions collectives dans les démocraties aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et donc là, on a des exemples chez les macaques, etc., etc. Et là, c'est très intéressant parce que le même comportement, ce qu'on appelle la métacommunication, le même comportement ne va pas être perçu de la même façon en fonction de la situation et du statut des individus et de leurs relations. Donc c'est là qu'effectivement, ce qui peut être une erreur chez l'un peut être compris comme une faute avec une intention chez l'autre, alors que c'est exactement le même comportement. Donc ils savent faire ce genre de choses. Et on voit bien autour de nous, avec nos animaux, etc., il faut être attentif. C'est marrant, quand je joue avec mes chiens, on est dans un contexte où ils peuvent me bousculer. Par contre, quand on est dans un contexte de vie normale et s'ils me bousculent, là, la remarque part immédiatement. Donc c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on parle de métacommunication. Ce n'est pas l'acte en lui-même, c'est son contexte. Et ça, c'est extrêmement important de le rappeler. Merci monsieur, parce qu'évidemment, on a ces... Voilà. Très bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres remarques aussi? N'hésitez pas, hein. Monsieur. Ah, attendez, voilà, il y a quelqu'un au fond. Et puis vous relèverez la main, on reviendra vers vous, monsieur. Bonjour, madame. Bonsoir, Laurence Idéal, je suis lyonnaise également. Et merci d'organiser ce type de conférences qui sont passionnantes. J'aurais juste une question. On a des outils de mesure de l'intelligence humaine. Oui, enfin, on essaye de mesurer l'intelligence humaine. Sûr, oui. On en a. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on en a cette même démarche parce que vous parlez des intelligences au niveau des animaux, et donc ça veut dire qu'il n'y aurait pas de convergence ou de forme d'intelligence Ah si. Et est-ce comment vous les mesurez? Voilà. Alors, il n'y a pas des convergences, il y a des divergences. Je m'explique. Si les chimpanzés et nous nous comprenons si bien, c'est que nous partageons un ensemble de capacités cognitives et des intelligences que nous partageons hérité de notre ancêtre commun. Et après, on a divergé, mais on a gardé ces fonds communs. Par contre, les 12 espèces, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, à envisager. Alors, comment mesurer? C'était la démarche du behaviorisme, comme je vous disais. Bruce Skinner disait, c'est un des gourous de cette affaire-là, Bruce Skinner disait, qu'importe l'espèce, justement, homme, macaque, rat blanc ou pigeon, pourquoi? C'est des animaux de laboratoire. Donc il ne s'est pas emmerdé. Il a pris les animaux de laboratoire, les bonhommes, les macaques rhésus, ça s'appelle facteur rhésus, donc on utilise beaucoup en recherche biomédicale, les pigeons, évidemment, et les rats blancs. Et il disait qu'importe l'espèce, parce qu'évidemment, lui, ce qu'il mesurait, c'est tests d'intelligence, et là, ce n'est pas des sciences cognitives. Hein. L'intelligence, c'est-à-dire que comment un animal réagit à un test, et ensuite on mesurait l'intelligence à la manière à laquelle il apprenait, ce qu'on appelle les processus d'habituation ou d'apprentissage. S'il apprenait plus rapidement, il était plus intelligent, etc. Donc c'est un peu les tests de QI qui fonctionnent comme cela. Donc c'est des grands débats autour de cette question-là, ce qu'on appelle la psychométrie. Mais les sciences cognitives nous montrent que c'est beaucoup plus élaboré et beaucoup plus complexe que ça, parce que là on est rentré dans la boîte. Et là, à mesurer, ça devient un peu plus complexe. Donc on est un peu paralysé par le fait que les méthodologies qui sont mesurables, reproductives, nous mettent dans des situations qui sont quand même hyper simplifiées
dans les conditions expérimentales, mais qui nous permettent de faire des comparaisons. Mais vous imaginez bien que l'intelligence des grands singes, celle des macaques, qui sont d'autres formes d'intelligence, celle des pigeons et des rats, ou même les corvidés, vous savez, les corbeaux, c'est absolument hallucinant, ce qu'ils arrivent à faire un petit cerveau, c'est quand même dingue. Évidemment, ils répondent de manière analogue et non pas homologue. Par exemple, quand les chimpanzés font des tâches intelligentes comme nous, on dit que c'est homologue parce qu'on partage un ancêtre commun. Ça veut dire que ce sont les mêmes propriétés issues du même ancêtre commun. Par contre, quand des macaques ou par exemple des chiens ou des rats répondent à ces tests, on dit que c'est analogue, c'est-à-dire qu'ils répondent de manière intelligente mais avec des processus cognitifs un petit peu différents. Donc c'est la différence entre homologue et analogue. Mais je vais vous donner un exemple de ce que nous apportent ces études. Ça, je ne vais pas citer, mais c'est absolument génial. C'est les singes capucins. Vous savez, ces petits singes qu'on voit dans les films, là, ils sont super intelligents. Ils ont un rapport taille du cerveau au corps qui est équivalent à celui de l'homme, mais ils sont plus petits. Et aujourd'hui, on les teste, enfin, on les utilise pour tester les théories économiques de Daniel Kahneman. De Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002, ce qu'on appelle l'économie expérimentale ou l'économie comportementale. Alors, vous allez comprendre le truc. Je vais prendre deux personnes. Votre prénom, madame? Nicole. Monsieur? Nicole et Eric. Deux homo sapiens lyonnais, sous-espèce particulière. Donc, je suis un sage capucin. Et là, on va me donner des jetons que je vais utiliser comme monnaie d'échange. Alors là, je peux vous dire, on déplaise à une certaine gauche, on les capitalise rapidement. Ils connaissent très bien la valeur des jetons. Donc, je vais commencer à jouer avec Nicole. Je donne un jeton à Nicole. Et quand je donne un jeton à Nicole, elle me donne systématiquement 2 pommes. Maintenant, je vais interférer avec Eric, pardonnez-moi. Le premier coup, je lui donne un jeton, il me donne 3 pommes. Eric est quand même vachement plus sympa que Nicole. On recommence. Je donne un autre jeton à Nicole, qui me donne à nouveau 2 pommes. Donc Nicole est régulière. À chaque fois que je donne un jeton, j'ai 2 pommes. Le coup d'après, j'ai dit, tiens, il est sympa, le gars Eric. Et lui, il va me donner qu'une pomme. J'ai dit, oh là. Et en fait, en moyenne, j'aurai 2 pommes. Sauf que je vais préférer avoir des deals avec Nicole. Je vous ai bien eu là. Parce qu'effectivement, je préfère assurer mes gains. Maintenant, on prend les mêmes personnages et le même jeu, mais sous forme de perte. Je donne un jeton à Nicole, et systématiquement, de 3 pommes, m'en enlève une. Donc j'ai 2 pommes, toujours régulières. Je vais vers Eric. Premier coup, il donne 3 pommes, super sympa, comme d'hab, au départ. Puis après, il ne donne qu'une seule pomme. Mais là, du coup, je vais préférer avoir une relation avec Eric, parce que je préfère prendre un pari sur les pertes que dans le cas d'avant, un pari sur les gains. Vous donnez ces expériences à une machine. L'intelligence artificielle, pas compliqué d'ailleurs, c'est même pas là. Et ben la machine vous dira, quelle que soit l'expérience, c'est le même résultat, on est bien d'accord. Mais nous sommes des humains, nous sommes des grands singes, nous avons des neurones miroirs, on est très attentifs à la qualité de nos relations. Et aujourd'hui, dans les méthodes de design thinking qu'on a dans les entreprises pour innover, la manière dont vous présentez un changement sous forme de gain ou sous forme de perte, vous n'avez pas du tout à avoir exactement les mêmes réponses. Alors comme eux, j'ai pris un détour, madame, pardonnez-moi, ces petits singes d'Amérique du Sud se sont séparés de notre lignée il y a 30 millions d'années, ils ont évolué par eux-mêmes, évidemment. Ça veut dire qu'en fait, nous gardons fondamentalement des comportements dans les mêmes situations chez les espèces les plus complexes, parce que eux, sur le plan social, ils sont très complexes, ils ont beaucoup d'outils, ils ont beaucoup d'interactions, ils ne font pas de politique, ce n'est pas des chimpanzés, mais ils sont quand même assez subtils, c'est moi qu'on puisse dire, et c'est quand même absolument passionnant. Ce que nous apprennent aussi les comportements avec les singes. C'est ça qui est intéressant, ce qu'on appelle l'économie comportementale. Là, j'ai joué avec Claude. C'est le jeu de l'ultimatum. On va être tiré au sort entre Claude et moi, j'ai la main. Je vais avoir une centaine d'euros, je propose un partage à Claude. Donc j'ai dit, voilà, j'ai la main, j'ai une centaine d'euros, je propose un partage à Claude. Alors si Claude accepte, on part avec le partage. Mais s'il refuse, ça c'est important, on part tous les deux avec rien. Donc Claude, j'aime bien, il est sympa, on a l'habitude d'être ensemble, mais je lui dis après tout, Noël arrive, j'ai besoin d'argent, j'en garde 80, j'en propose 20, et en plus j'ai l'impression de le paléo sympa. Claude va se dire, attends, Pascal Pic, il dit qu'il est mon pote. Bon, enfin, quand même, il regarde 80 alors qu'il n'avait rien, il me propose 20, il est quand même un peu gonflé, il n'a pas quand même une si bonne estime de moi, et Claude va dire non. Et là, c'est ce que nous connaissons avec le Brexit. Et c'est ce qui s'est passé dans les élections. Vous vous souvenez, les commentaires du Brexit, on a dit, ouais, mais quand même, les Anglais des campagnes, ils ont quand même des fonds structurels de l'Europe. Mais ce n'est pas ça le problème.
Le problème, c'est qu'ils avaient l'impression d'avoir 20 et pas 80, comme à la City. Et là, vous basculez d'un seul coup d'un jeu. Je gagne beaucoup, tu gagnes peu, à un jeu. Et écoute, mon gars, moi je perds peu, et toi tu vas perdre beaucoup. Donc voilà ce que nous apprennent ces comportements, ces autres formes d'intelligence, madame, vous voyez. Et donc je ne veux pas dire que le capucin est plus intelligent que nous ou pas, les autres formes de singes ou d'autres formes d'intelligence. Donc ces comparaisons nous apprennent énormément de choses sur des comportements fondamentaux qui sont extrêmement utiles. Et donc voilà l'enjeu. Alors la plupart du temps, on a regardé dans toutes les populations, et même chez les singes, en général, on dit l'entour de 55-45. Donc, ou 45 ou 60-40. Par contre, si je suis à nouveau avec Nicole, si je dis j'en garde 40, je lui en propose 60, il va se dire elle a une idée derrière la tête, et là, Eric m'attend à la sortie. Donc, vous voyez, mais tout ça, c'est extrêmement subtil. Et là, je continue les sages capucins. Dernière chose, on les met dans 2 cages côte à côte. Ils font un job compliqué, ils sont très doués, ils réussissent. On les rémunère avec des concombres, ce qui est un très bon salaire. Ils font le même job, ça va très bien. Et à un moment donné, on augmente l'un des deux avec du raisin. Donc, tu as un super bonus. Et là, le capucin d'à côté qui n'a pas de raisin, il va se dire un instant, là, j'ai beau être un sage capucin, mais là, en dessous de moi. Et il va se mettre en grève. Donc, vous voyez, ce qu'ils nous apprennent, c'est que nous sommes des animaux sociaux, on a des cerveaux sociaux, et nous sommes extrêmement sensibles. Et ça revient un petit peu à la réponse que je vous ai donnée tout à l'heure sur la métacommunication. Ça veut dire qu'effectivement, en fonction du contexte, même si les résultats objectivement sont les mêmes, eh bien, nous n'allons pas du tout adopter ces mêmes comportements qui sont absolument universels pour les entreprises, pour nos sociétés et les relations autour de nous. Ouais. Alors je voudrais, parce que ce monsieur avait levé la main, parce qu'il va falloir après qu'on s'arrête, j'en suis vraiment navré. Votre remarque, monsieur, peut-être une dernière après. J'hésite à poser ma question après cette brillante explication des théories de Kahneman, hein, c'était extraordinaire. Merci beaucoup. Oui, vous nous avez donné une vision de la diversité de la vie extrêmement dynamique, puisque vous y intégrez, et personnellement j'y adhère totalement, les nouvelles technologies. Vous pensez qu'au fond, on va vers un écosystème de plus en plus complexe qui intégrera les extensions, les excroissances, si je puis dire, de l'homme, de l'humain et donc de la vie en général. Vous avez une vision dynamique des choses. N'avez-vous pas le sentiment qu'un certain discours, peut-être écologique, ou disons un certain discours sur la diversité et sur la perte de diversité que nous constatons effectivement aujourd'hui, et que je suis le premier à déplorer d'ailleurs, est-ce que ce discours, quelquefois, n'a pas trop tendance à donner l'idée, sans doute fausse, d'un équilibre supposé, plus ou moins métaphysique, que nous perdrions peu à peu, alors qu'au contraire, votre démonstration va vers une approche beaucoup plus dynamique et donc plus optimiste finalement de la réalité que nous vivons aujourd'hui? Alors vous mettez le doigt sur de sacrés problèmes, notamment dans la conservation des écosystèmes. Parce qu'il y a des gens qui considèrent, il y a 2 grandes approches, qui considèrent que les écosystèmes sont stables. Le monde à la Rousseau, tout le monde il est beau, il est gentil, ça s'équilibre, sympa. Jamais, tous les écosystèmes sont dynamiques à cause de la coévolution. Je donne un exemple concret, par exemple. Vous regardez les antilopes et les guépards d'il y a 15 millions d'années en Afrique, les fossiles donc. Vous apercevez que les antilopes sont un peu plus pataudes, les pattes plus courtes, cervelle plus petite, enfin bon, c'est pas le grand aérodynamisme qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est pareil pour leurs prédateurs. C'est quoi le job des prédateurs? C'est de choper les proies. Mais les prédateurs, ils sont pas dingues. Ils vont pas se dire, je vais me taper le mâle dominant. Parce que là, ils vont avoir des ennuis. Ou les femelles dominantes. Ce qu'ils vont faire, ils vont attraper des animaux faibles, malades, un peu moins smart, etc. Donc, ils vont exercer une sélection sur la population des proies, qui, en moyenne, et là, ils ne s'en rendent pas compte, les prédateurs, deviennent plus smart. Donc, du coup, les proies deviennent plus smart en moyenne, ce qui fait qu'en retour, les prédateurs les moins smart auront du mal à attraper des proies plus smart qu'ils ont rendu plus smart parce qu'ils ont mangé les moins smart. Vous suivez? Et donc, vous avez un processus de coévolution qui fait que, au fil du temps, les membres vont s'allonger, la cervelle va se développer, et que les antilopes courent à 105 km/h et le jaguar à 110. Si c'est l'inverse, ils ne bouffent plus. Okay, donc, vous avez, on pourrait dire, on a les mêmes espèces, mais vous voyez que ça a changé dans l'écosystème. Et les entreprises connaissent bien ça, évidemment. On appelle ça chez nous, joliment, la course de la reine rouge. Ça vient de Lewis Carroll. Aïs est au pays imaginaire. Elle court avec la reine de cœur, mais le paysage les suit. Alors elle dit, ah, majesté, on n'avance pas. Et dans votre pays, quand je marche, quand je cours, je me déplace par rapport aux maisons, aux arbres, aux rochers. Et la reine de cœur de lui répondre très hautaine, ma fille, sachez une chose, dans ce pays, il faut courir le plus vite possible pour rester à sa place. Et c'est bien ça.
c'est des états métastables. Et les quarks stables, c'est de la métaphysique. Mais regardez, comme les théories, on a parlé de Kahneman, mais les théories d'Adam Smith, c'était ça. La loi de l'offre et la demande, c'était cet état métastable d'autorégulation. Et aujourd'hui, dans la bioconservation, c'est très intéressant de constater qu'aujourd'hui, on est en train de comprendre que d'une part, ce sont des systèmes dynamiques, mais qu'aussi, il faut intégrer les populations humaines. Parce qu'on ne peut pas faire la bioconservation des écosystèmes à l'encontre des populations locales. Donc, il faut dégager des aspects économiques. Donc, vraiment, c'est quelque chose... Donc, vous avez merci d'avoir souligné cela. Et là aussi, c'est une remarque que je voulais faire tout à l'heure, mais sortons de cette idée de croire que nous sommes dans un monde fini, dans lequel, si on découvre que d'autres espèces sont intelligentes, ça nous enlève de l'intelligence. Pas du tout. On est plus intelligent quand il y a plus d'intelligence autour de nous. Mais regardez, cette perversité du canon de Morgan, qui avait ses raisons épistémologiques, je l'ai souligné. Mais cette perversité, nous sommes en train, aujourd'hui, de la connaître dans les réactions vis-à-vis des intelligences artificielles. Puisqu'il y en a qui disent, des philosophes qui abordent le débat comme l'intelligence animale globale, qui n'est jamais définie, comme j'ai dit tout à l'heure. Et d'où ces angoisses. Ah, mais elles vont prendre notre place. Je vous le dis tout de suite. Rassurez-vous, il y a des formes d'intelligence artificielle qui sont déjà meilleures que nous, mais dans différents domaines. Pour résumer rapidement, il y a 3 types d'intelligence artificielle. Il va falloir conclure. Celle qui est logico-mathématique. Alors ça, on est très fort, on a été éduqués pour ça, nous tous, en Europe occidentale, on est très bon. Alors ça commence avec Alan Turing. Mais il y en a une autre qu'on a complètement oubliée, et qui est en train d'éclater aujourd'hui, et qui a commencé avant l'article d'Alan Turing de 1950 et la fameuse conférence de Dartmouth de 1956. C'est en 1943. Les réseaux de neurones artificiels. McCulloch et Pitts est un élève de Piaget. Et là, c'est ce qu'on appelle toute l'approche bio-inspirée. Alors, ce n'est pas des puces, les neurones artificiels, ce sont des fonctions mathématiques, mais qui sont inspirées, plusieurs entrées, une fonction de tri, de seuil et une sortie. Donc, nos neurones fonctionnent comme ça, des entrées avec les dendrites, un traitement, ça marche, ça passe pas, fonction de seuil, et ensuite, on envoie l'information par l'axone. Donc, c'est inspiré ça. Eh bien, aujourd'hui, c'est incroyable. Les gens, ils parlent de nouvelle intelligence artificielle alors qu'elle a commencé avant. Et elle est bio-inspirée. Et dans les suites des commentaires du rapport Villani, j'ai entendu des choses monstrueuses. Des gens qui disent qu'on n'a pas besoin de recherche fondamentale, comme si c'était qu'une question technique. Les algorithmes, ils viennent d'où Et aujourd'hui, plus que jamais, il y a des gens qui sont très forts en France, d'ailleurs, certains ne sont pas dans le rapport Villani, ça m'a un petit peu surpris. Je vous assure, on parle de darwinisme artificiel. On a des réseaux de neurones en couche avec des algorithmes auto-apprenants. Alors, il y a des gens qui veulent frimer des fois, alors je vais frimer. C'est-à-dire que les neurones, l'information passe que dans un sens, ce qu'on appelle la progression vers l'avant. Mais on a des algorithmes auto-apprenants maintenant qui ont des boucles rétroactives et on est en train de travailler sur la mémoire à l'intérieur des réseaux de neurones artificiels. Ça, c'est passionnant. Et donc, le terme est technique, puis c'est très simple, c'est rétroprogrammation du gradient d'erreur. C'est-à-dire, vous faites un truc, c'est pas satisfaisant, vous éliminez les variables qui s'écartent. Et il y en a qui me dit un jour, tu as entendu parler de la rétroprogrammation du gradient d'erreur? J'ai dit, hey, mon coco, c'est la fourmi qui se déplace, qui se dépose des phéromones. Donc, sauf que ça n'a pas été bio-aspiré des fourmis. Mais plus que jamais, les neurosciences et tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur les mondes animaux, les autres formes d'intelligence, vont contribuer à l'évolution des intelligences artificielles. Ce que fait mieux l'intelligence artificielle, ce que nous faisons nous difficilement, parce que notre cerveau, il a une plasticité extraordinaire, parce que quand même, attendez, moi je suis fils de paysan, je suis passé du néolithique au transhumanisme. Ok ? Alors que les machines, elles sont dédiées à des tâches. Même AlphaGo, qui est maintenant AlphaZero, ça joue à plusieurs jeux, mais ça ne va pas très loin, même si la machine est géniale. Mais ce qui est important, c'est que ces machines sont capables de traiter plus efficacement de grands ensembles de données. Ce qu'on appelle donc l'induction. Comment, à partir de données plus ou moins structurées, on peut faire ressortir des schémas sur lesquels on va travailler. Et c'est pour ça que nous allons connaître, notamment dans cette grande maison qui nous invite ce soir, en recherche biomédicale et biologie animale, nous allons connaître des avancées extraordinaires qu'on connaît déjà avec les immunothérapies pour le cancer, le microbiote, c'est-à-dire la capacité de traiter les données génétiques, les données épigénétiques, les données du microbiote, les données de l'environnement. Et là, les machines, ça, on peut le faire, mais nous, ça nous prendra 50 ans pour le faire, tandis que les machines le font en quelques minutes. Est-ce que ça nous enlève quelque chose? Certainement pas, parce que ça nous oblige effectivement à réfléchir différemment, à trouver de nouvelles hypothèses, et ça ne remplace pas, ça s'appelle de l'intelligence augmentée. Donc être des humains de plus en plus intelligents, l'intelligence augmentée, c'est évidemment comprendre et coévoluer les intelligences animales pour mieux évoluer et augmenter nos capacités cognitives pour le futur, et avec aussi les intelligences artificielles. Merci Pascal Pic.
Bon, vous le méritez, hein. Je ne le fais pas souvent, mais... Merci Pascal, bonne soirée à vous. Et à bientôt, j'imagine. Voilà, merci à vous, bonne soirée.